sur cette alliance virtuelle, Emmanuel Nabon, Iran, Arabie Saoudite? Je ne pense pas qu'il y a d'alliance virtuelle. Je pense que il y a des signes, certains signes de rapprochement. Il y a eu au mois d'août la nomination d'un nouvel ambassadeur par l'Iran à Riyad. Il y a eu une rencontre aussi récemment entre le vice-ministre des Affaires étrangères iranien et son homologue saoudien. Mais au fond des choses, les dissensions restent très profondes. Comme l'a rappelé Ali Waked, effectivement, sur le dossier syrien, sur le dossier libanais, les deux pays soutiennent des opposants. En Syrie, comme on le sait, l'Iran continue de soutenir Assad, tandis que les Saoudiens soutiennent les rebelles. Même chose au Liban. Par ailleurs, il faut bien comprendre que l'État islamique est une menace plus pour l'Arabie Saoudite que pour l'Iran. Après tout, l'Iran est un pays chiite. Les sunnites, pour l'instant, l'État islamique s'en prend pour l'instant aux forces sunnites de la région. Si l'Iran a été capable de mener une guerre pendant 8 ans à l'Irak sous Saddam Hussein, je pense qu'ils sont capables également de faire face à l'État islamique. C'est plutôt l'Arabie Saoudite qui est menacée, en particulier parce que l'Arabie Saoudite est le pays dans lequel il y a la Mecque, qui est visée également par l'État islamique. Donc je ne crois pas à une alliance entre les deux pays. Et par ailleurs, dernier point, j'ajouterais que l'Iran a également eu un rôle ambigu sur l'État islamique en Irak. Il ne faut pas oublier que l'Iran avait un intérêt à avoir un Irak affaibli et divisé pour avoir plus d'emprise sur les chiites d'Irak. L'Iran a joué un peu avec le feu, avec la désintégration de l'Irak. Aujourd'hui, effectivement, je ne pense pas qu'ils se réjouissent de voir ce qui se passe avec l'État islamique, mais ils ont eu un rôle ambigu. Et le pays qui est le plus menacé par l'État islamique, c'est l'Arabie Saoudite, beaucoup plus que l'Iran. Est-ce qu'à votre avis, ça va modifier la donne à long terme de ce qui se passe au Moyen-Orient ou pas, cette lutte contre l'État islamique? On verra demain ce qu'annonce Barack Obama. Mais est-ce qu'à votre avis, ça va changer un petit peu les règles du jeu là pour les années qui viennent? Ou est-ce que c'est vraiment un phénomène qui va durer quelques jours? Je pense que d'abord, tout dépendra des résultats de l'action que Barack Obama compte annoncer. Henry Kissinger, par exemple, a dit qu'il fallait absolument anéantir l'État islamique et utiliser toute la force possible. Je ne sais pas ce que Barack Obama va adopter comme politique, mais s'il utilise une politique uniquement de bombardement aérien ici et là et que l'État islamique arrive, bon gré mal gré, à se maintenir plus ou moins au nord de l'Irak et dans une certaine partie de la Syrie, alors effectivement, l'État islamique pourrait cristalliser des intérêts communs de circonstances. Mais encore une fois, bien que les ennemis communs créent parfois des alliés temporaires en relations internationales, cela ne change pas les différences d'intérêts fondamentales. Et là-dessus, on ne peut pas oublier, lorsque l'on parle de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, bien entendu, du dossier nucléaire. Et là aussi, lorsqu'on parle d'un rapprochement, n'oubliez pas que les Iraniens sont des gens très sophistiqués, ne sont pas des naïfs, et ils savent quel est un des principaux pays qui s'opposent à leur programme nucléaire. C'est pas seulement Israël, c'est bien entendu l'Arabie Saoudite, et cela fait partie, il faut bien le dire, de l'opération de charme du nouveau gouvernement iranien, d'essayer d'amadouer l'Arabie Saoudite en utilisant l'État islamique comme prétexte. Mais comme je l'ai dit, cet État islamique, il est aussi indirectement une des conséquences de la politique iranienne en Irak, puisque l'Iran a soutenu pendant très longtemps la politique très très pro-chiite de Al-Maliki, qui a complètement exclu du gouvernement et du pouvoir les sunnites et les Kurdes, et cela a jeté les Kurdes et les sunnites dans les bras, entre autres, de l'État islamique. Ce n'est pas la seule raison, bien entendu, mais je veux dire que cette politique d'exclusion des sunnites a contribué au succès de l'État islamique, et que cet affaiblissement de l'Irak, comme disait tout à l'heure Ali, c'est vrai, sert les intérêts, ou a servi en tout cas les intérêts de l'Iran. Donc je ne pense pas que l'État islamique, même s'il se maintient, pourra fondamentalement changer les donnes de la région, même si ponctuellement, ici et là, ça peut effectivement créer des intérêts communs de circonstances pour des périodes limitées, mais cela ne changera pas les règles du jeu dans la région. Il y a un piège là dans lequel est tombé finalement l'Arabie Saoudite et peut-être aussi l'Occident d'avoir voulu armer comme ça cette rébellion en sachant qu'il y avait le risque que ça tombe dans les mains de l'État islamique.
C'est toujours le problème de ces guérillas au Proche-Orient, et c'est vrai que vous l'avez rappelé, l'Arabie Saoudite a soutenu les forces sunnites anti-Assad en Syrie, et ces armes ont effectivement été fournies par l'Arabie Saoudite. Même chose avec le phénomène, ça rappelle aussi le phénomène des talibans en Afghanistan, c'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, les États-Unis avaient soutenu les forces islamistes anti-soviétiques et se sont retrouvés avec ce Frankenstein que fut, en tout cas, ou qui est toujours le Taliban. Donc effectivement, et Al-Qaïda, bien entendu. Donc c'est vrai que dans ces luttes internes, dans ces luttes fratricides au sein du monde musulman, entre les chiites et les sunnites, entre les différentes fractions, on ne sait jamais, lorsque l'on soutient une des parties belligérantes, comment est-ce que cela va se terminer. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Barack Obama était tellement hésitant à intervenir en Syrie, parce qu'il était conscient du fait que ce n'était pas un combat entre les bons et les méchants.